L'art de la parole qui a une chute, c'est le rakugo. Raku de tomber et go de la parole. Le rakugo est un art lyrique traditionnel japonais, le plus souvent humoristique, qui touche toutes les générations depuis l'époque Edo. Il consiste en une performance d'un rakugoka, un conteur assis par terre sur scène, vêtu d'un kimono et armé d'un éventail en papier, le sensu, et parfois même d'un mouchoir en coton, le tenugui. Face à un public à genoux, il raconte des histoires en 3 temps, mêlant parfois récits de fantômes, calembours, jeux de mots, etc. Le rakugo est toujours très populaire auprès des japonais, tout en conservant son caractère traditionnel et historique. Il évolue avec les médias. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre du rakugo à la radio ou en voir à la télévision, mais aussi dans des mangas, des séries ou bien même des animés. Le sujet central de cette vidéo sera donc l'un d'entre eux. Rakugo à la vie à la mort de Kumota Haruko, publié chez les Arnois en 5 doubles volumes, ainsi que ses adaptations en animé et en séries télévisées. Le manga, traduit en français par Cyril Copini, un passionné et artiste de rakugo français, nous conte les mésaventures d'un certain Kyoji. Dans les années 60, il est libéré de prison pour bonne conduite. Sans famille ni attache, il est déterminé à devenir le disciple de Yakumo, un grand maître de rakugo. Depuis qu'il a assisté à son impressionnante prestation au centre pénitentiaire, étrangement, le maître accepte de le prendre sous son aile, alors qu'il n'avait jusque-là accepté aucun apprenti, et lui donne même un nom de scène, Yotaro. Une nouvelle vie s'ouvre dès lors pour Yotaro, qui tentera de perdurer cet art l'ayant tant aidé durant ses heures les plus sombres. Il pourra compter sur le soutien du domestique Matsuda et de la jeune Konatsu, fille d'un célèbre rakugoka décédé tragiquement, qui fut autrefois l'ami et rival de Yakumo. Ce josei, manga destiné aux femmes, est une bulle temporelle sur le XXe siècle, dissimulant ses atouts aux premiers abords, mais révélant progressivement un récit tragicomique savoureux. Avec finesse, il illustre l'évolution du Japon et de ses mœurs, en parallèle de celle du rakugo. La mangaka met en scène un cadre simple mais riche en histoire et en chute. Passionnée par l'art lyrique, elle explore avec une ferveur inouïe les liens sociaux et intergénérationnels qui unissent les artistes de rakugo. Intimiste et bouleversant, ce manga n'en demeure pas moins choquant. Avant de plonger dans les détails de l'histoire et de l'adaptation, voici quelques trigger warnings. Le titre original de l'œuvre est Showa Genroku Rakugo Shinju. Littéralement, Showa Genroku, le rakugo et le double suicide. Le manga est difficile à résumer car il mêle passé, présent et futur. Le passé centré sur la vie du maître et la tragique destinée de son meilleur ami et rival Sukeroku. Le présent suivant l'évolution de Yotaro, l'ancien yakuza devenu apprenti du maître. Le futur quant à lui explore le lien entre modernité et le rakugo, tout en esquissant un bel avenir amoureux pour notre très cher Yotaro. L'auteur établit habilement des liens entre ces personnages pris dans des passions amoureuses qui rappellent fortement le travail de Soseki Natsume, écrivain de l'ère Meiji. Ce dernier consacrait des romans entiers aux relations intimes entre des individus en proie à leur amour, mais également freinés par leurs mœurs. L'adaptation animée du manga est une véritable pépite qui a su sublimer le matériau d'origine et conquérir la critique. Produite par le studio Dean, elle est diffusée en 2 saisons entre 2016 et 2017 sous la direction du talentueux Mamoru Atakeyama. L'anime parvient à capturer toute la profondeur émotionnelle et l'intensité dramatique du manga tout en mettant en valeur l'art du rakugo avec une mise en scène magistrale. Dès les premiers épisodes, la série se démarque de par son ambiance feutrée et son esthétique soignée. L'animation dynamique, les couleurs délicates et le travail minutieux sur la lumière et les ombres donnent une atmosphère presque théâtrale à l'ensemble. Chaque performance de rakugo est mise en scène avec une attention impressionnante aux détails. Les expressions du conteur, la cadence de sa voix et la subtilité de ses gestes sont reproduites avec un réalisme bluffant. Les comédiens de doublage livrent des performances vocales remarquables, rendant chaque histoire vivante et captivante. La narration structurée en plusieurs temporalités est maîtrisée à la perfection. La première saison se concentre principalement sur le passé du maître Yakumo, nous plongeant dans une histoire poignante sur l'ambition, l'amitié et la tragédie. La seconde saison, quant à elle, poursuit le récit de Yotaro, explorant son évolution et le renouveau du rakugo à travers son regard. L'anime a été unanimement salué par la critique et le public pour sa finesse d'écriture, son atmosphère immersive et sa capacité à rendre hommage à un art souvent méconnu en dehors du Japon. Il a été nommé à plusieurs reprises dans des classements de meilleurs animés des années 2010 et reste aujourd'hui une des références incontournables de josei et de slice of life historique.
Avec cette adaptation, l'animation japonaise prouve une fois de plus qu'elle est capable de proposer des œuvres adultes intelligentes et profondément émouvantes, où la culture et l'histoire se mêlent à la narration poignante. Si le manga est déjà une perle, son adaptation animée en est l'écrin parfait. En 2018, le manga a connu également une adaptation en drama live-action. Diffusée sur la chaîne NHK, cette version en prise de vue réelle reprend fidèlement l'histoire du manga et de l'anime, offrant une nouvelle perspective à cette fresque historique et humaine. Le rôle du maître Yakumo est interprété par Masaki Okada, un acteur connu pour ses capacités à incarner des personnages complexes et nuancés. Son interprétation du célèbre Rakugoka est saluée pour son élégance et sa retenue, capturant à la perfection la mélancolie et la profondeur du personnage. Quant à Ryo Ryusei, qui joue Yotaro, il apporte une énergie rafraîchissante et un enthousiasme sincère à son personnage, contrastant habilement avec la solennité de son maître. Koji Yamamoto, dans le rôle de Sukeroku, livre une performance poignante, rendant hommage à la fougue et au charisme du personnage. Visuellement, le drama mis sur une reconstitution minutieuse du Japon de l'ère Showa, et les costumes, les décors, l'ambiance sonore participent à une immersion totale du monde du Rakugo. La mise en scène, bien que plus sobre que celle de l'anime, met en valeur les performances des acteurs et accorde une importance particulière au récital de Rakugo, moment clé où la tension dramatique et l'émotion se cristallisent. Bien que cette adaptation ait reçu un accueil plus discret à l'international, elle a été très appréciée par les amateurs de drama historique et les spectateurs japonais qui ont salué son authenticité, son rythme plus posé et son approche réaliste en font une version complémentaire du manga et de l'anime, idéale pour ceux qui souhaitent découvrir cette histoire sous un nouvel angle. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec Cyril Copini, le traducteur français du manga, et Rakugoka, qui a répondu à mes questions avec beaucoup de gentillesse. Vous êtes traducteur de manga mais aussi artiste de Rakugo. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a amené à allier vos deux passions? Il y avait deux façons de faire l'armée et en tout cas, de s'acquitter de ce devoir. Et une de ces façons, c'était de passer un contrat de 2 ans avec le ministère des Affaires étrangères français et d'être envoyé dans ce qu'on appelle les instituts français à l'étranger. Donc, c'est ce qu'on appelle la diplomatie culturelle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans la ville de Fukuoka, sur l'île du Kyushu, où il y a un institut, il existe toujours, l'Institut franco-japonais du Kyushu. Et pendant 2 ans, j'ai été prof de français et une espèce d'attaché culturel, quoi. C'est-à-dire que j'organisais des événements pour faire la promotion de la France. Donc ça a duré 2 ans. Et normalement, au bout de 2 ans, on est censé revenir en France. Moi, j'ai refusé mon billet de retour en disant non, non, je veux rester au Japon. Et du coup, je me suis débrouillé pour me faire engager euh, localement. Donc changer mon statut aussi de visa. Et quand à un moment donné, j'ai eu 3 ans de visa, je me suis dit, bon, ben, c'est le moment d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et c'est comme ça que je suis parti à Tokyo. Donc j'ai galéré un petit peu, on va dire, la première année à Tokyo. Et puis après, je me suis fait encore engager comme personnel local, mais cette fois à l'Institut franco-japonais de Tokyo, où j'ai passé 20 ans de carrière. Et en 2021, donc assez récemment, j'ai quitté mes fonctions là-bas et je me suis mis en freelance en tant que performeur de Rakugo donc, et traducteur de manga. Alors ces deux activités, la traduction de manga et le Rakugo, ça remonte à un peu plus de 10 ans. Euh, j'ai un peu honte de dire ça, mais en fait, le manga, c'est un domaine qui m'a jamais intéressé. Et c'est en découvrant qu'il y avait des mangas sur le Rakugo que je suis devenu traducteur de manga. C'est-à-dire que j'avais découvert un titre qui s'appelle en japonais Doraku Musuko. En français, c'est le disciple de Doraku, donc antérieur au Rakugo, à la vie, à la mort. Et le jour où j'ai trouvé ce titre, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire, il faut traduire ce manga en français pour
pouvoir faire découvrir cet art au public français et francophone. Donc j'ai fait des pieds et des mains pendant longtemps auprès de maisons d'édition françaises de manga qui m'ont tous fermé la porte au nez en me disant ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc, le Rakugo, ça marchera jamais, patati patata. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui lève la main et qui dise ben ouais, nous on va tenter de sortir ce titre. Donc le titre a fini par sortir. Et bon, malheureusement, il y a eu des petits soucis entre la maison d'édition française et japonaise, donc toute la série n'est pas sortie, mais enfin, il y a quand même quelques volumes qui sont sortis. Et c'est grâce à Orakugo que je suis devenu traducteur de manga. Et donc ça, c'était en 2013, donc 12 ans après maintenant, c'est devenu une activité à part entière. Et finalement, entre le Rakugo et la traduction de manga, le point commun, c'est juste c'est l'amour de la langue japonaise, quoi, j'ai envie de dire. Les deux activités se rejoignent, même si elles n'ont pas l'air, a priori, elles n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de points communs, parce que la traduction de manga ou autre chose, hein, mais en général, la traduction, c'est quand même un travail assez solitaire. On passe beaucoup de temps seul devant son ordi à traduire. Et le Rakugo, au contraire, on est au contact du public, on apporte une animation. Il faut être aussi un petit peu extraverti pour faire ça. Donc il y a les deux côtés, quoi. Le côté introverti pour la traduction et extraverti pour le Rakugo. Donc ça peut paraître deux activités complètement différentes. C'est le cas d'ailleurs, mais le point commun, ça reste quand même la langue japonaise et l'amour surtout de la langue japonaise, quoi. Quels ont été les plus grands défis de traduction pour Rakugo à la vie et à la mort, notamment face aux jeux de mots et à l'humour très culturel du Rakugo? Bon, en fait, des défis de traduction, il y en a tout le temps, mais c'est jamais la même approche. C'est-à-dire qu'on peut avoir on peut avoir des mangas où il y a peu de texte, mais où par exemple on a beaucoup d'onomatopées, et les onomatopées, ça reste quand même un sujet délicat parce qu'en français on n'en a pas autant qu'en japonais, donc on se creuse souvent les mélanges pour trouver des équivalences. Après, on peut avoir des titres comme Conan, où le texte est très très dense, où en japonais on n'hésite pas à faire des répétitions, alors qu'en français ça va être quelque chose d'assez lourd à gérer. Donc là aussi, il faut se creuser un peu la tête et essayer d'alléger, de fluidifier tout ça. Dans le cas de la Kogo Shinju, je dirais que d'abord, la difficulté majeure, c'était que l'histoire se déroule sur 3 générations. Donc, on a des allées et venues assez incessants entre le temps présent et le temps passé pour aboutir sur un futur, justement. Donc, il y avait ce truc à gérer sur l'espace-temps et par extension sur les relations entre les personnages, qui ne sont pas très très nombreux, mais il y a des personnages, à un moment donné, on ne sait pas trop ce qu'ils font là, mais on le comprend plus tard, parce que justement, il y a ces allées-venues dans le temps. Après, la langue en soi était pas très compliquée parce que même si ça parle de Rakugo, c'est pas non plus du vieux japonais, enfin en tout cas c'est pas du japonais trop poussiéreux que l'auteur utilise, donc on s'y retrouve assez facilement. Ce qui peut être un frein, c'était certaines histoires. Vous avez lu le manga, donc vous voyez de quoi je parle, mais à un moment donné, je ne sais plus dans quel tome c'est, il parle d'un cimetière des histoires que après la guerre ou pendant la guerre, il y a des histoires qui ont été complètement abandonnées. Non, c'est après la guerre, justement, c'est sous l'occupation américaine, parce que c'était soi-disant des histoires qui étaient qui faisaient, qui n'étaient pas bons pour la morale de l'époque. Et donc,
il y a un des deux Rakugoka qui regrette ça. Et il y a des histoires qu'il va quand même lui reprendre sur scène et rejouer. Et en fait, il y a très peu d'informations sur ces histoires en soi, puisque c'est quand même des histoires qui ont vraiment été enterrées. Donc c'était assez compliqué de remettre tout ça dans le contexte et de trouver de quelle histoire il s'agissait, etc., etc. Donc ça a été une des difficultés majeures. Après, sur les jeux de mots, c'est pas très très compliqué parce que c'est aussi l'avantage du Rakugo, c'est que c'est évidemment très japonais dans la forme. On porte un kimono, on est assis à genoux, etc., etc. Mais les histoires en elles-mêmes, elles ont beaucoup de thèmes universels. Elles ont beaucoup de... ouais, c'est des histoires où il y a toujours un idiot, il y a toujours un gars qui est bourré, il y a toujours... et tout ça, c'est il y a toujours un gars qui essaye d'arnaquer un autre gars. C'est des thèmes qu'on retrouve dans toutes les cultures. Donc, on a les références, quelle que soit la langue dans laquelle on va traduire ça. Ça peut être en français, en anglais, en espagnol ou en chinois. C'est pas excessivement difficile. Le rakugo est un art ancien qui continue d'évoluer avec les médias modernes. Comment voyez-vous son avenir au Japon et à l'international? Concernant l'avenir du Rakugo au Japon et à l'international, au Japon, moi je suis assez confiant parce que justement c'est quand même un art qui a plus de 400 ans d'histoire, sous la forme en tout cas qu'on lui connaît, et qui vit avec son temps finalement. C'est vrai qu'il y a des mangas donc, sur le Rakugo. Il y a des stars du Rakugo au Japon. On les voit à la télé, on les entend à la radio. Il y en a qui écrivent des éditos dans des journaux, tout ça. Donc c'est quand même un art qui est très très présent, j'ai envie de dire, dans le quotidien des Japonais. Et auquel on a facilement accès aussi. C'est-à-dire qu'on peut se rendre dans un yosei, dans un théâtre où il y a des spectacles de Rakugo tous les jours de l'année, à tout moment, quoi. C'est moins évident pour les autres arts traditionnels que sont le no, le bunraku ou le kabuki. C'est par saison, c'est à des périodes bien déterminées, il y a des calendriers, des choses comme ça. Avec le rakugo, on n'a pas ce genre de soucis, donc on peut vraiment en profiter pleinement à tout moment. Donc c'est vrai qu'après, il y a des hauts et des bas en matière de popularité au Japon même, parce que il y a il faut dire que la télévision a effectivement beaucoup popularisé tout ça. Il y a une émission que vous connaissez peut-être, Théo, qui s'appelle Shoten, hein, qui est une des plus vieilles émissions du monde. Elle a plus de 50 ans. C'est tous les dimanches sur Nihon Telebi. Et c'est des Rakugoka. Donc eux, justement, c'est les stars du Rakugo, c'est les plus connus, puisqu'ils sont dans le petit écran toutes les semaines. Euh, c'est clair que la télévision a considérablement influencé l'arrivée du Rakugo dans les foyers. Mais avant, c'était surtout la radio. Euh, j'ai eu la chance, moi, de rencontrer tous ces maîtres Rakugo qui sont dans cette émission, justement, Shoten, et ceux précédemment aussi, il y en a beaucoup qui sont décédés. Et ils me disaient tous, mais moi, à mon époque, j'ai découvert le ragoût à la radio. C'est-à-dire que le média, c'était vraiment la radio. Donc, c'est pas vrai pour le kabuki ou le no, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment le rakugo qui a une place particulière. Et donc, le rakugo, il évolue comme ça avec son temps. C'est-à-dire qu'il y a 80 ans, c'était à la radio. Depuis plus de 50 ans, c'est vraiment la télé. Maintenant, on en voit évidemment aussi sur Internet. Alors, il n'y a pas beaucoup de rakugoka qui jouent aux youtubeurs, j'ai envie de dire. Alors, jouer n'est pas le bon terme, mais qui font les youtubeurs. Mais il y en a quand même qui s'adaptent, quoi, qui ont leur chaîne YouTube, qui, vous voyez, donc c'est moins vrai avec des acteurs de no ou des acteurs de kabuki, etc., etc. Donc tout ça fait que il y a une évolution. À un moment donné, à la télé, comme c'est quand même des papis,
on avait une image un peu poussiéreuse. Alors quand on allait dans un yossé, on ne voyait pas beaucoup de jeunes gens. Maintenant, c'est plus tellement vrai. C'est vrai qu'il y a un yossé qui est particulièrement célèbre à Shinjuku, qui s'appelle le Suehirote, qui est au milieu d'une petite rue avec plein de bars. Et donc, à un moment donné, bah, c'était la mode de faire un date au Suehirote, quoi. Donc, il y avait plein de jeunes couples qui venaient, ils écoutaient un peu le rakugo, puis après, ils allaient boire un coup. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose qui est assez régulier, qu'on voit euh, il y a toujours le ragout fait toujours peau neuve, quoi, j'ai envie de dire. Donc, je suis pas du tout inquiet sur son avenir au Japon. Après, c'est un milieu difficile, hein, évidemment. Donc, pour y entrer, il faut quand même être bien accroché. Il y a peut-être quand même de moins en moins de jeunes qui veulent se plier aux exigences de la formation que l'on demande pour devenir un rakugoka. Mais alors, justement, ça fait le lien avec la deuxième partie de la question. Il y a aussi quand même de plus en plus d'étrangers qui s'y mettent. Donc, s'il y a moins de jeunes japonais, ça ne va pas être complètement compensé avec le nombre d'étrangers qui se mettent à faire du rakugo, mais euh, en tout cas, ça va aider, je pense, à développer le rakugo à l'international. Alors, euh, en anglais, évidemment, ça fait quelques années déjà que ça existe. En français, c'est assez récent. Moi, ça fait, je vous dis, à peu près une dizaine d'années que je tourne. Voilà, il y a d'autres langues. Il y a aussi un conteur suédois aussi maintenant qui vit à Tokyo, un jour il fera du rakugo en suédois aussi, c'est sûr, quoi. Il parle très bien anglais aussi d'ailleurs. Donc à l'international, c'est aussi en train de prendre petit à petit. Alors c'est pas aussi important qu'au Japon, évidemment, encore. Ça ne sera peut-être pas le temps qu'on va passer sur cette terre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'à l'étranger aussi, à l'international, le rakugo a quelques beaux jours devant lui. Euh, Parce que on le fait connaître aussi en restant au Japon. C'est-à-dire que moi, depuis 3 ans, j'ai rejoint la English Rakugo Association, donc l'association de rakugo en anglais. Donc, je suis membre de cette association et on organise régulièrement des shows en anglais pour les touristes qui sont dans le quartier d'Asakusa, donc un des grands spots touristiques de Tokyo. Euh, et tout ça, ça permet aussi de faire des expériences pour ces gens qui viennent au Japon, qui ne connaissaient pas du tout ce que c'était. Et quand ils repartent dans leur pays, ils disent ah, j'ai découvert un truc. Voilà, je pense que c'est le bouche à oreille aussi sur plusieurs décennies fera qu'un jour le rakugo à l'international, il faut être optimiste, arrivera peut-être au même niveau de reconnaissance qu'au Japon. Vous avez joué du rakugo en français. Comment adaptez-vous cet art au public occidental qui n'a pas forcément les mêmes références culturelles? Alors, sur l'adaptation du rakugo en français, ce que je vous disais aussi, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement la forme est très japonaise, mais le fond est assez universel. C'est-à-dire que les thèmes qu'on retrouve dans le rakugo, c'est souvent une mise en lumière sur les travers des humains, quoi. Donc, dans tous les pays, il y a des mariés et des femmes qui s'engueulent. Dans tous les pays, il y a des gens qui sont bourrés et qui vont faire n'importe quoi. Dans tous les pays, il y a quelqu'un qui va essayer d'arnaquer quelqu'un d'autre. Donc, il y a beaucoup de thèmes qui sont assez universels, il me semble. Donc, en soi, il y a pas vraiment un gros travail d'adaptation à faire euh, sur les thèmes. Après, évidemment, il y a quand même un choix assez sélectif, un tri sélectif, j'ai envie de dire, à faire sur les histoires qu'on peut présenter à l'étranger, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui reposent sur des jeux de mots. Donc, soit on se creuse la tête et on essaie de trouver un jeu de mots proche ou en tout cas tout aussi efficace
que le jeu de mots en japonais, ou alors on peut carrément aussi changer la chute. C'est une particularité intéressante du rakugo, c'est que c'est malléable. Je veux dire, il y a une histoire qui est très connue qui s'appelle Manju Kowai, donc c'est la peur des gâteaux. Les manju, c'est des gâteaux japonais. Moi, cette histoire, je la fais en français et en japonais. Quand je la fais en français, en France, je garde le terme manju. Parce que le public vient voir quelque chose de japonais, donc il faut s'attendre à quelque chose de japonais, quoi. Donc les gâteaux, c'est les manju. Quand je fais cette histoire en japonais pour un public japonais, je joue aussi sur le fait que je suis français. Et donc mes manju, ça devient des macarons. Parce que les macarons, les japonais connaissent, c'est français. Et donc il y a l'adaptation, elle va dans les deux sens aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le fond reste le même, quoi. Je veux dire, quelqu'un qui a peur des manju ou quelqu'un qui a peur des macarons, enfin, c'est complètement ridicule. La situation en soi est ridicule. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un humour qui est assez universel. Et en tout cas, c'est un humour aussi qui est intéressant pour un public français, je pense, francophone, parce que ça change aussi un petit peu de l'humour souvent acide et méchant qu'on peut trouver dans l'humour en France, quoi, ou l'humour noir. Je pense que c'est un humour qui est assez reposant, en tout cas assez rafraîchissant pour un public français. Rakugo Shinju est bien plus qu'une simple œuvre sur le rakugo, c'est une fresque humaine poignante, une réflexion sur la transmission d'un art traditionnel et un drame intime aux personnages profondément attachants. Que ce soit à travers son manga, son animé magistralement réalisé, ou bien son drama en prise de vue réelle, cette histoire parvient à capturer toute la complexité des relations humaines et l'évolution du Japon à travers le XXe siècle. L'œuvre de Kumota brille par son écriture subtile et son regard sensible sur des thèmes universels tels que l'amour, l'héritage, la passion et la solitude. L'adaptation animée a su sublimer cette richesse avec une mise en scène immersive et des performances vocales mémorables, tandis que le live-action a apporté une dimension plus réaliste et introspective à l'histoire. Qu'on découvre cette œuvre par le manga, l'animé ou le drama, on ressort de cette expérience transformée, marquée par la puissance des récits et l'émotion qu'ils véhiculent. Un incontournable pour quiconque s'intéresse à la culture japonaise, aux récits introspectifs ou simplement aux histoires profondément humaines. Cependant, la richesse et la diversité des shoujo et josei restent souvent sous-estimés et mal compris, en grande partie parce qu'ils sont conçus avec un public féminin en tête. Trop souvent on leur colle l'image de récits légers ou entre guillemets pour filles, tandis que les mangas destinés aux garçons sont considérés comme universels et accessibles à tous. Pourtant, ces catégories éditoriales recouvrent une incroyable variété d'histoires capables d'explorer des thèmes profonds avec une approche unique. Des œuvres comme Rakugo à la vie à la mort démontrent que le josei peut offrir une plongée fascinante dans l'histoire, les relations humaines et les dilemmes intérieurs, tout en touchant un public bien plus large que celui auquel il est censé être destiné. Mais combien de lecteurs passent à côté, simplement parce que l'étiquette josei leur semble restrictive? A l'inverse, les femmes lisent des shonen sans que cela ne pose question. Cette différence de perception ne vient pas de la qualité des œuvres, mais de la dévalorisation systématique de ce qui est associé au féminin. Les éditeurs français ont d'ailleurs joué un rôle dans cette incompréhension, entre le marketing stéréotypé des shoujo et le flou entretenu autour de ce qu'ils sont réellement. Ils ont contribué à façonner une image erronée du genre. Reconnaître la valeur des shoujo et josei, ce n'est pas chercher à prouver qu'ils sont à la hauteur des shonen et seinen, c'est comprendre qu'ils sont une part essentielle au manga, avec leurs propres codes, ambitions et manières de raconter des histoires. Et parfois, cela demande un effort conscient, celui d'aller vers ces œuvres que l'on a trop souvent invisibilisées.